Après plus de 53 ans de pratique médicale, j'ai signé leur certificat de décès. J'ai tenu leurs mains dans leurs derniers instants. J'ai annoncé la nouvelle à leur famille. Et je vais vous dire quelque chose que presque tous ces patients avaient en commun. Ils n'avaient pas à mourir quand ils l'ont fait. Pas à cause de la génétique, pas à cause de la malchance, mais à cause de leur choix. Des schémas que j'ai identifiés pour la première fois, en 1972. Des comportements dont j'ai averti mes patients pendant des décennies. La plupart ne m'ont pas écouté. Maintenant, la plupart d'entre eux ne sont plus là. J'ai 102 ans. Je ne vous dis pas cela pour obtenir votre pitié ou votre admiration. Je vous le dis parce que j'ai passé plus de temps avec des mourants que presque n'importe qui d'autre vivant aujourd'hui. Et je sais exactement ce qui distingue ceux qui ont atteint 90 ans de ceux qui sont morts à 68 ans. Vous faites probablement au moins 2 de ces choses en ce moment, aujourd'hui, ce matin, sans réaliser qu'elles raccourcissent votre vie. La première leçon que j'ai apprise en 53 ans de médecine, rester assis vous tuera plus vite que presque tout ce que vous faites. Ce n'est pas une exagération. Je l'ai vu se produire en temps réel, patient après patient. En 1981, j'ai commencé à noter séparément mes patients qui restaient assis pour travailler et ceux qui bougeaient. Comptables, secrétaires, cadres. Ils vieillissaient différemment. Leurs analyses sanguines étaient différentes. Leur cœur lâchait plus tôt. En 1990, j'avais assez de données pour savoir qu'une personne assise 8 ou 9 heures par jour vieillissait intérieurement environ 40% plus vite qu'une personne active. La littérature médicale a fini par le confirmer. Mais je l'ai vu en premier dans le corps de mes patients. Voici ce qui se passe. Vous restez assis. Votre circulation ralentit. Le sang s'accumule dans vos jambes. Votre système lymphatique, qui dépend du mouvement, stagne. Les toxines s'accumulent. Vos muscles commencent à s'atrophier en quelques jours d'inactivité. Après 60 ans, ce processus s'accélère dramatiquement, car votre corps perd la résilience qu'il avait à 40 ans. J'avais un patient, un juge à la retraite, qui faisait de l'exercice religieusement chaque matin pendant 45 minutes. Il pensait être en sécurité, mais il passait 10 ou 11 heures assis ensuite, à lire ou regarder la télévision. Il est mort à 71 ans, d'un AVC. Son exercice matinal ne l'a pas protégé de son inactivité de l'après-midi. La solution n'est pas compliquée. Bougez chaque heure. Levez-vous. Allez dans une autre pièce. Faites quelque chose qui sollicite vos jambes. Je le fais depuis 1974. Je règle à minuteur. Toutes les 50 minutes, je me lève. J'ai 102 ans. Et je le fais toujours. Le deuxième schéma que j'ai identifié concernait le sommeil. Pas seulement la quantité, mais la qualité. Je ne peux pas vous dire combien de patients m'ont affirmé n'avoir besoin que de 5 ou 6 heures de sommeil. Ils le disaient avec fierté, comme si c'était une preuve de force. C'était une preuve d'illusion. Votre cerveau a besoin de 7 à 9 heures pour accomplir ses cycles de réparation. Pendant le sommeil profond, votre système lymphatique élimine les déchets métaboliques, y compris les protéines associées au déclin cognitif. Quand vous raccourcissez systématiquement votre sommeil, vous laissez ces toxines s'accumuler, nuit après nuit. J'ai vu des patients qui dormaient mal développer des problèmes de mémoire une décennie plus tôt que ceux qui dormaient bien. La corrélation était si forte que je pouvais presque prédire qui allait décliner en fonction de leurs habitudes de sommeil dans la soixantaine. Et voici quelque chose que la recherche ne fait que confirmer maintenant. Un sommeil fragmenté est pire qu'un sommeil court. Se réveiller 4 ou 5 fois par nuit, même brièvement, vous empêche d'atteindre les phases profondes où la récupération a lieu. Beaucoup de mes patients ne savaient même pas qu'ils se réveillaient. Leurs conjoints le savaient, mais eux ne le savaient pas. Si vous vous réveillez épuisé après 8 heures de lit, quelque chose ne va pas. La troisième chose qui tue les gens après 60 ans, c'est la solitude. Cela peut sembler doux, mais ce n'en est pas. La solitude déclenche une réponse au stress chronique dans votre corps. Votre cortisol reste élevé. Votre fonction immunitaire diminue. Vos marqueurs inflammatoires augmentent. J'ai eu des patients par ailleurs en bonne santé, mais vivant seuls, sans lien significatif. Ils ont décliné plus vite que des patients atteints de maladies chroniques graves, mais entourés. Les données sur ce sujet sont accablantes aujourd'hui, mais je l'ai observé cliniquement pendant des décennies. Les humains ne sont pas faits pour être isolés. Après 60 ans, quand on perd un conjoint ou que des amis commencent à mourir, le risque d'isolement augmente considérablement. Il faut le combattre activement. Rejoignez un groupe, appelez quelqu'un. Ne laissez pas passer des semaines sans une vraie conversation.
Le quatrième schéma concerne l'alimentation. Celui-ci me met en colère, car les conseils que ma profession a donnés pendant 40 ans étaient erronés. Nous avons dit aux gens de manger pauvre en graisse. Nous leur avons dit que les céréales complètes étaient saines. Nous leur avons dit que le jus d'orange était bon pour eux. Nous avons créé une génération de seniors mangeant du pain grillé, de la confiture et des céréales, se demandant pourquoi leur glycémie était hors de contrôle. Après 60 ans, votre métabolisme change. Votre sensibilité à l'insuline diminue. Votre capacité à métaboliser les glucides s'affaiblit. Les aliments qui étaient tolérés à 40 ans deviennent inflammatoires à 70 ans. J'ai changé mon propre régime alimentaire à 65 ans, quand j'ai commencé à voir ces schémas. J'ai éliminé la plupart des glucides transformés. J'ai augmenté les graisses saines. Je me suis concentré sur les légumes et les protéines. Mes marqueurs inflammatoires ont chuté en 3 mois. J'ai conseillé la même chose à mes patients qui voulaient bien m'écouter. La plupart n'ont pas écouté. Ils faisaient confiance aux anciens conseils. Beaucoup ne sont plus là aujourd'hui. La 5e chose, c'est l'inquiétude chronique. Celle-ci est subtile, car elle ne ressemble pas à un problème de santé. Elle ressemble à un trait de personnalité. Mais une anxiété constante maintient vos hormones de stress à un niveau élevé, endommageant tous les systèmes de votre corps. J'ai eu des patients retraités, à l'aise, entourés de famille, mais qui passaient des heures chaque jour à s'inquiéter de choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Leur corps vieillissait plus vite, leur sommeil était pire, leurs systèmes immunitaires étaient affaiblis. Apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler n'est pas seulement une bonne approche psychologique, c'est une question de survie. Je veux vous parler de ma femme. Elle est morte il y a 8 ans. Nous étions mariés depuis 61 ans. Elle n'a suivi aucun de ses conseils. Elle restait assise en permanence à cause de ses genoux. Elle dormait mal et refusait de s'en occuper. Elle mangeait comme sa mère le lui avait appris. Pain, sucreries et tout ce qui était allégé en matière grasse. Elle s'inquiétait pour nos enfants et petits-enfants chaque jour. Elle a vécu jusqu'à 94 ans. Vous pourriez penser que 94 ans, c'est un bel âge. Mais j'ai vu son déclin pendant 15 ans avant cela. J'ai vu sa mobilité, sa vivacité d'esprit et son indépendance disparaître. Ces dernières années n'étaient pas un cadeau. Elles ont été une lente détérioration. Elle aurait pu avoir une décennie de vie réelle en plus. Elle a choisi de ne pas changer. J'ai 102 ans. Je vis seul. Je prépare mes repas. Je marche tous les jours. Je lis. J'appelle mes petits-enfants. Je dors 7h30 chaque nuit. Je ne suis pas spécial. Je n'ai pas de chance. J'ai fait des choix. Vous faites des choix en ce moment, aujourd'hui, cette heure même. Et je vous dis, après 53 ans à voir des gens mourir, que ces choix comptent plus que vous ne voulez le croire. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Choisissez une chose, la sédentarité, le sommeil, l'isolement, l'alimentation ou l'inquiétude. Corrigez-en une, et les autres deviendront plus faciles. J'ai enterré 2 de mes 3 enfants. J'ai enterré ma femme. J'ai enterré 4000 patients. Je suis toujours là. Et je vous dis que la plupart des gens que j'ai enterrés n'avaient pas à partir si tôt. Vous êtes encore là, vous aussi. Que comptez-vous faire?